On ne devrait pas s'y habituer. On ne devrait pas s'habituer à se dire « Ah merde, encore, fait chier » au moment où on nous apprend qu'une fois de plus, des manifestants ont été blessés et qu'une fois de plus, des reporters ont été ciblés par des tirs policiers lors de rassemblements citoyens. On ne devrait pas s'habituer à des images comme celles que je m'en vais vous montrer, celle de Jemil, youtubeur et éditorialiste aux médias TV, blessé par un tir de grenade policier ce samedi 31 juillet à Nantes. Je ne sais pas si YouTube ou Facebook vont restreindre la visibilité de cet édito juste en raison de ces quelques secondes d'image. Je sais que si elle n'avait pas été filmée, il se trouverait des illuminés pour affirmer que Jemil s'est blessé lui-même pour se faire de la publicité. On en est là. La répétition de violences assez graves pour nous indigner, mais pas assez forte pour obliger l'opinion publique à s'y arrêter, produit au final une sorte d'accoutumance à l'inacceptable. En quelque sorte, cette ritualisation des bavures policières de moyenne intensité anesthésie le corps social. On pourrait même dire qu'elle nous immunise, qu'elle nous vaccine contre notre propre colère légitime. J'enregistre le module que vous voyez ce lundi 2 août au matin. Il sera diffusé ce soir. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, Jemil était aux urgences une deuxième fois. À Paris, à l'hôpital Bichat, où on lui a fait un scanner. Après Nantes, où on lui a recousu le crâne. C'est la troisième fois que Jemil est blessé par la police depuis 2019. C'est la troisième fois qu'il s'en sort avec un traumatisme crânien, on va dire un léger traumatisme crânien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On ne devrait pas s'y habituer. Si les médias traditionnels prenaient la peine de mettre en lumière les violences infligées aux reporters indépendants dont ils récupèrent pourtant régulièrement les images sur le terrain, peut-être que les choses se passeraient différemment. Mais en tout cas, jusqu'au moment où nous tournons, nous avons beau chercher des articles, des reportages vidéo ou audio sur ce qui arrivait à Jemil dans ces médias, nous ne trouvons rien. Enfin si. Nous voyons un article du Huffington Post qui en réalité se focalise sur les journalistes et les médias ciblés par les manifestants. Mais 4 lignes sont consacrées à ce qui est arrivé à Jemil et même l'intertitre qui le signale est ambigu, vu qu'il signale juste un journaliste blessé à Nantes. Il faut lire attentivement pour comprendre que ceux qu'il dénonce, ce sont les policiers et non les manifestants. Tout ceci nous rappelle qu'il est important de donner à nos médias alternatifs les moyens de toucher le plus grand nombre. J'en profite pour vous appeler à participer à la cagnotte ouverte par le Média TV sur Ulule pour mobiliser des fonds et lancer une contre-matinale à nous. 0% patronal, 0% gouvernemental, 100% populaire. Tous les liens sont en description. Au final, les images de Jemil ensanglanté n'ont quasiment eu aucun impact si on les compare à d'autres, tournées par le Midi Libre et montrant des manifestants à Montpellier qui s'en prenaient à un pharmacien parce qu'il réalise des tests antigéniques de dépistage du Covid-19. Jugez-en vous-même. Regardez ces images, par exemple, de manifestants qui s'en sont pris à la tente d'un pharmacien qui effectuait des tests. Il a longuement été insulté jusqu'à ce qu'il remballe. Je vois d'ici les procureurs qui nous accuseront de nous focaliser sur ce qui est arrivé à Jemil pour éviter d'affronter la question des dérapages délirants de certains manifestants anti-pass sanitaire. La fameuse rhétorique du « condamnez-vous les violences ». Eh bien oui, c'est du n'importe quoi. Ok. Mais ces manifestants ne représentent pas l'essence du mouvement de contestation du pass sanitaire. Pour simplifier, je dirais qu'on y trouve des covido-sceptiques qui pensent que le virus n'existe pas ou que ce n'est qu'une grippette manipulée, des personnes qui savent que le Covid existe mais qui n'ont pas confiance dans les vaccins disponibles et protestent parce que le gouvernement veut forcer leur consentement, des personnes qui savent que le Covid existe, qui sont vaccinées ou qui vont l'être, mais qui s'insurgent contre le pass sanitaire perçu comme un dangereux précédent et une menace pour les libertés publiques. On peut toujours polémiquer sur telle ou telle sous-catégorie plus ou moins fréquentable qui porterait la dynamique de la mobilisation. Mais il faut admettre un fait concret. Les mobilisations des anti-masques et des anti-confinements de ces derniers mois n'ont jamais eu l'ampleur de celles qui contestent le pass sanitaire. On peut aussi
Pour se convaincre de la diversité des profils des antipasses sanitaires, consultez un sondage Harris interactif pour TF1 LCI qui nous apprend que ce sont surtout les jeunes et les personnes appartenant aux classes populaires qui soutiennent les manifs. La moitié des Français comprend les protestataires et 40% les soutient. 64% de ceux qui ont déjà reçu une première dose du vaccin et 55% de ceux qui entendent se vacciner sont hostiles au fameux pass sanitaire. Mais pourquoi fait-on donc ici et là dans les médias de la pub aux manifestants les plus caricaturaux? C'est tout simplement une technique déjà expérimentée au début du mouvement des Gilets jaunes avec la médiatisation des histoires les plus anxiogènes, comme celle des migrants dénoncés aux gendarmes dans la Somme. L'objectif politique est transparent. Faut-il pour autant faire semblant de ne pas voir ou entendre les actes et les propos les plus problématiques? À gauche, la polémique bat son plein dans les milieux militants et le point de vue d'Anas Kazib, syndicaliste à Sudrail et candidat à la candidature en vue de la prochaine présidentielle, n'est pas inintéressant. Chers amis, une réaction par rapport à cette vidéo qui fait le buzz depuis hier là, de ce pharmacien à Montpellier qui a été agressé, qui a été traité de collabo, de nazi et même d'assassin, les amis. À quel point ces images en fait sont ignobles, sont honteuses. Vous avez déjà vu les médias bourgeois, ils les ont saisis directement pour jeter le discrédit sur les mobilisations importantes qu'il y a eu partout en France contre le pass sanitaire. Mais ces images, elles servent pas qu'à jeter le discrédit. Elles nous appellent, nous, qui sommes contre le pass sanitaire, contre l'autoritarisme de Macron, d'arrêter de mettre cette poussière sous le tapis. Vous savez, cette poussière, elle a un nom, elle s'appelle l'extrême droite et le complotisme en fait. Parce que cette scène, elle est révélatrice du confusionnisme qu'il peut y avoir dans ces mobilisations. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Parce que cette scène-là, vous regardez même certains messages, il y a des gens qui se réjouissent, qui disent, ils ont raison parce que ce monsieur, il participe au mensonge. À quel mensonge ils font référence? Ils font référence à un mensonge qui voudrait dire que ce monsieur qui fait des tests antigéniques pour savoir si tu as le Covid ou non, il participe au mensonge d'État en fait. Il participe à l'invention d'une maladie qui n'existe pas pour que derrière toi, tu te fasses vacciner et que ce vaccin tue la moitié de l'humanité. C'est ça ce qu'ils disent les complotistes en fait. Et nous, on ne peut pas être de ceux qui applaudissons le personnel hospitalier, qui disons il faut des moyens pour la santé, il faut des moyens pour nous protéger en fait, de dénoncer la gestion criminelle de ce gouvernement et de manifester aux côtés de gens qui pensent que tout ça n'est qu'une machination, que tout ça est faux en fait. Tout ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de mort. Nous qui avons vécu le Covid dans notre chair, qui avons enterré des proches en fait, qui sommes partis au cimetière, qui avons vu dans des cimetières nous limiter à 20 personnes pour pouvoir se recueillir sur une tombe. Ces gens-là, ils disent que tout ça, c'est des mensonges en fait. On se rend compte que la question n'est pas qu'éthique et esthétique, elle est politique fondamentalement. Le discours de la complosphère est inexploitable politiquement parce qu'il dénonce une poignée de méchants œuvrant dans le secret dont les tentacules sont étendus et le pouvoir quasi illimité. Là où nous avons affaire à un système finalement assez lisible qui nous montre en ce moment précis de l'histoire sa fragilité et son incapacité à faire face aux crises. Pourquoi? Sa rationalité, c'est-à-dire le profit qui dicte tout, nous pousse jusqu'à aller à l'encontre de nos réflexes de conservation en tant qu'espèce. Le discours de la complosphère est démobilisateur parce qu'au fond, pourquoi se battre contre des adversaires décrits comme si puissants que leur victoire est certaine? Et puis, il est ambigu. Finalement, si les masques ne servent à rien, le gouvernement français n'a rien fait de mal en mentant éhontément sur la thématique des masques. Si les vaccins sont des poisons pour toutes et tous, les errements de la stratégie vaccinale du gouvernement qui n'a pas su protéger en temps et en heure les publics les plus exposés, ces errements ne sont pas si graves que cela. Au lieu de jouer aux épidémiologistes du dimanche, nous, les citoyens, nous pouvons, chaque jour, à chaque heure, affirmer le caractère profondément politique de ce qui se joue. C'est ce qu'a remarquablement fait la philosophe Barbara Stiegler dans une interview accordée à nos confrères du média Reporter. J'ai le sentiment que l'on s'enferme dans une impasse politique et sanitaire. Les décisions prises par le gouvernement depuis le 16 mars 2020 construisent un pays fracturé où l'on oppose deux camps, celui du bien et celui du mal. On construit un affrontement entre vaccinés et anti-vax, créant un état de sidération dans la société qui empêche de penser et d'appréhender les questions avec nuance et précision. Toute position critique vous condamne à une dissidence invivable. À 1 an de l'élection présidentielle, c'est extrêmement inquiétant. Le fameux « si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi » dont l'objectif est d'éviter tout débat sérieux sur l'action gouvernementale. Réécoutons Barbara Stiegler. Depuis le début du quinquennat, le gouvernement démantèle les services publics
et mène des politiques d'austérité qui affaiblissent l'hôpital, les services sociaux, le système éducatif. Au lieu de reconnaître ses torts et ses responsabilités, il transforme les victimes de sa propre politique, à savoir les citoyens, en coupables. Il les rend responsables de la situation présente. Il pointe leur prétendu relâchement, insiste sur leur ignorance, leur irrationalité ou leur penchant sectaire. Depuis 1 an et demi, son état d'esprit n'a pas changé. Il privilégie toujours la répression, le contrôle et la mise au pas de la population. Il n'hésite pas non plus à manipuler les chiffres et à diffuser des informations fausses ou tronquées. D'où la crise de confiance, d'où la crise politique. Nous vivons un point de bascule. Depuis 1 an et demi, une partie des classes supérieures semble avoir renoncé au modèle démocratique. Nos dirigeants sont fascinés par le modèle chinois et son approche techno-sécuritaire, où tout est digitalisé et où les autorités distribuent des permis de citoyenneté. C'est exactement l'esprit de ce pass prétendument sanitaire. Un nouveau mode de gouvernement est ici testé. Les autorités détournent les questions sanitaires pour instaurer une société de contrôle extrêmement invasive dans laquelle la démocratie est suspendue à l'aide des outils numériques et d'un discours permanent sur l'urgence. Crise politique donc, qui s'exprime notamment dans les Outre-mer, où l'on assiste à une 4e vague violente sur fond de réticence à la vaccination, de reconfinement et d'émeutes en guise de protestation. Parlons de la Martinique, qui est aussi un département traumatisé par le scandale du chlordécone, un pesticide épanché entre 1972 et 1993 dans les plantations, alors que l'on savait qu'il était toxique et cancérigène depuis les années 1960. Aujourd'hui, 90% des adultes sont contaminés et l'impunité a triomphé. C'est dans ce contexte que le gouvernement demande aux Martiniquais de se vacciner contre le Covid. Forcément, ça coince. Il s'agit bien d'une crise politique. Comment éviter la crise de confiance quand on apprend des nouvelles comme celle-ci, alors même qu'en Israël, l'un des premiers pays vaccinés, on parle déjà de 3e dose de vaccin? En pleine crise du Covid-19, le prix des vaccins augmente. Pfizer et Moderna ont augmenté les prix de leurs vaccins vendus à l'Union européenne. C'est ce que révèle le Financial Times. Le vaccin Pfizer est passé de 15,50 € à 19,50 € et celui de Moderna de 19 € à 21,50 € selon le quotidien financier britannique. Des informations qui avaient déjà fuité en avril par la bouche du Premier ministre bulgare Boyko Borisov et qui semblent donc confirmées aujourd'hui. Aucun commentaire du côté de la Commission européenne qui refuse de communiquer sur le prix des vaccins qu'elle achète, pas plus de commentaires du côté des laboratoires. Ah, que la crise sanitaire est jolie. À la semaine prochaine et soutenez la campagne pour la contre-matinale du Média TV.